jet d'eau. Si vous trouvez que du c'est pas beau. On avait fait un stockage de commandes framboisiers dans le centre. Là. Et ils nous ont envahis. Alors j'ai demandé à notre ouvrière de nous déstocker de là. On les a mis en jauge donc pour les commercialiser. C'est un pré, le noir là qui est sur le sol. Là. Ça c'est un pré-compost donc de détritus qu'on a trouvé dans le jardin. Au fur et à mesure qu'on a trouvé des détritus, on les a escampés dans le jardin, un tas, et ça a composté, mais ça n'a pas composté à chaud. Hein. Ça n'a jamais fumé. C'est-à-dire parce que les volumes étaient trop faibles. Enfin, le démarrage de tout ça, c'est 1987-88. C'est Robert Mourez. Bon, et alors, il nous avait fait faire un compostage. Il nous avait fait un compostage à chaud. C'est-à-dire toutes les herbes, enfin tous les détritus. Donc, on les avait broyés, on les avait entassés. Et ensuite, lorsqu'on a eu fait un tas, 2 mètres de large, 1,50 m de haut, donc voilà, bon, ça a chauffé. Puis ça a chauffé dur. 80 degrés. Comme un fumier, quoi. Comme un fumier. Gaz carbonique, donc vous stockez plus de carbone. Voilà. D'accord. Donc vous avez certainement donc, du méthane. Le méthane, bon, c'est un polluant. Le méthane, vous l'avez si vous êtes en aérobie. Si vous êtes aérobie, vous avez H2O, CO2. Et voilà. Si vous êtes aérobie. Donc, valable pour une proportion, c'est-à-dire comme pré-compost, c'est-à-dire pour accélérer, si vous voulez, pour mettre en route tout le reste derrière, c'est peut-être possible. L'intérêt, c'est d'enlever les graines. Mais si vous avez par exemple des déchets ménagers avec des graines de tomates, ben vous avez intérêt à le composter pour faire avec les bactéries thermophiles, de façon à faire crever les petites graines de tomates. Voilà, pour pas que vous sinon, vous faites votre jardin, mais vous n'aurez que des tomates, ça. Disons que si vous avez une couche suffisante de BRF, elles ne vont pas vous enquiquiner beaucoup. Tout à fait, voilà. C'est jouable. Depuis 2002. Donc là-dessus, vous allez mettre du BRF dessus, quoi. Voilà. Dans l'année, quels sont les temps que vous préconisez les plus judicieux pour faire automne, printemps. Alors on le met à l'automne, uniforme sur le sol, disons moi, donc pour pas être enquiquiné et donc faire le boulot pour plusieurs années, bon on va mettre au moins 5-6 cm. C'est ça. Voilà. Bon, ensuite si on veut semer, on va poser un cordeau et puis on va pas prendre des outils au début de l'humanité. On va prendre un bout de bois, on va tracer tout le long, ce qui fait que ça va avoir pour but d'écarter le BRF et puis on va semer en ligne. Donc, et puis donc, tout simplement, même pas besoin si peut-être tasser pour certaines graines, par exemple les radis, des carottes, donc on tasse, vous savez bien, il faut réappuyer le sol. Mais sinon donc, ensuite donc, normalement tout germe, et comme ça va pas faire, ça va faire deux petits monticules, un petit sillon. Donc bon les plantes vont aller s'accrocher dessous, vont être protégées de part et d'autre par le BRF, et ça va très bien. Pour notion, j'ai fait un jardin sans eau, disons, en 2003, donc l'année suivante, c'est-à-dire le printemps suivant de la mise en place du BRF, de platane, on a mesuré l'eau qu'on mettait. Parce que donc je le voulais sans eau. Donc bon, il fallait quand même en employer un peu. On a pensé qu'il fallait en employer un peu. Et j'ai mis 2000 litres d'eau à la plantation. Oui, mais bon, donc on a planté assez tard, c'était le 26 mai. Il avait fait chaud. Ça me paraissait donc un peu sec. Donc on a dit on va mettre 2000 litres d'eau. Allez, ça va bien. Puis on verra bien. Donc bon, on est arrivé du 26 mai. On est arrivé au 14 juillet. Pour remettre donc 1 litre d'eau. Il faut dire une chose, c'est que du 26 mai au 10 août, date à laquelle on s'est faufilé pour foutre le camp en vacances, il est tombé à peu près 110 mm d'eau. Oui, non mais en 2003 il est tombé de l'eau. C'était l'année de la canicule, mais il est tombé de l'eau en 2003. Donc au 14 juillet, j'ai dit, tiens, c'est fête nationale, buvez un coup. Et donc aux alentours du 10 août, là, je leur ai dit, bon, dites au revoir, je m'en vais en vacances, alors je vais vous faire boire un coup de plus, donc 1 litre d'eau. Et puis donc on n'y a rien mis d'autre. Un litre pour combien? 1 litre pour combien? Alors on a mis 2,5 litres d'eau par plant, d'accord, sur une longueur d'environ 30 mètres deux fois, c'est-à-dire 60 mètres de long. Et un plan aux alentours de 50 cm. C'était quoi comme plan? Des tomates, des aubergines, des poivrons, des courgettes, des concombres, le jardin. 2,5 litres d'eau, donc du 26 mai jusqu'aux alentours du 10 août.
Voilà. Mais Et il puis a après, fait 100 mm. Avec 100 mm. avec 110 mm d'eau entre le 26 mai et le 10 août. Attention, il faut bien voir ça. Hein. Mais ça, c'est le ciel qui l'a donné. Bon, 2004, tout autant de commandes de produits, pareil. Mais donc là, j'ai distribué quand même 3 litres d'eau. Seulement, bon, il faut comprendre que le BRF s'était mûri. D'accord. Il y avait donc 25 cm, donc ça avait fait de l'humus. Et là, j'ai distribué 3 litres d'eau en tout, de nouveau, en 3 ou tombé 11 mm d'eau en 2004. Pas pareil. Et on a eu la même chose. Alors, ça donne des tomates qui sont bien entendu extrêmement fruitées. Ça donne des aubergines. Madame, quand vous faites cuire vos aubergines, le sopalin, il faut le changer de temps en temps pour qu'il imbibe l'huile. Hein? Ben là, non. Le sopalin, il servait à toute la friture qu'on peut tenir dans une poêle. Donc, elle ne retenait pas l'huile. Les aubergines, c'était délicieux. Après, on a rajouté plus d'eau parce que donc on est tombé je suis tombé sur un copain qui m'a dit ouais, tes trucs là, ils souffrent, etc. Gna, gna. Puis tu aurais davantage de production. Alors, on a essayé davantage d'eau. Donc, on a mis l'année suivante, en 2005, on a dû mettre environ, je sais pas, 400 mètres cubes de flotte sur le terrain. Ça n'a rien changé. On s'est enherbé. Donc on a commencé à tondre. On a essayé donc des cultures enherbées. Alors tout de même, il y a eu des problèmes. Tout n'a pas donné. Ici, oui, là-bas, non. Ben, c'était un peu décousu. L'apport de BRF, vous le préconisez avec quelle périodicité? Un an, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Oh, 6 cm de BRF, ça fait... Enfin, allez, on rajoutera une couche de 2-3 cm, donc tous les 2 ans. Et la permaculture, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas le sol. Une couche de 15 cm tous les 2 ans, qu'est-ce que ça donnerait? Oh, ça donnerait, alors, ça donnerait qu'on aurait toujours une proportion de bois qui ne serait pas, disons, terminée en humus, avec beaucoup d'éléments qui travaillent. Hein, je pense que je préférerais étendre les surfaces plutôt que charger en hauteur. Vous commencez par du compost? Alors là, moi j'ai couvert, là, ici, on a la culture, donc on a débarrassé la culture, j'ai mis un coup de girobroyeur, d'accord? Et puis on a installé le compost dessus. Bon, ça que vous faites normalement. Ça c'est un pré-compost. Ça c'est, enfin non, ça c'est notre essai. Ah, c'est un autre essai. C'est annexe. On n'y va plus loin. Commencer à retourner sur le coin. Je l'ai arrêté immédiatement. Ne me touche pas ça. On ne doit pas le toucher. Lorsqu'il sera prêt à planter ses pommes de terre, à semer ses pommes de terre, donc il va les semer. Donc avant ça, on va légèrement passer un coup d'outil, rotovator, mais lentement, juste pour casser le démarrage des adventices. Hein. Voilà. Ensuite, il va semer. Une fois qu'il aura semé, j'espère qu'on aura du BRF à disposition et qu'on va pouvoir couvrir. Voilà. Et puis Rocco, il fait plus rien. Il s'en va à la maison, regarder la télé. Voilà. Si on a du dorifort, on surveillera qu'ils ne s'y mettent pas du dorifort. S'il y en a, on le ramasse à la main. D'accord ? Ça aussi c'est essentiel, c'est-à-dire que donc si tant qu'on peut, voilà, pas de pesticides, si on détruit la vie. Non, alors c'est une expérience pour le dorifort traité avec du purin d'ortie. Ouais, mais on se heurte toujours à cette histoire, dire est-ce qu'on ne va pas perturber la chaîne? Alors, donc le ramassage, ça vous, écoutez, un pétasse comme ça vous donne 10 minutes, un quart d'heure. Vous passez là-dedans, vous promenez, vous ramassez le dorifort, c'est marrant quand même, hein. J'en ai trouvé un. Donc la découverte, c'est fabuleux. Vous pouvez découvrir des coccinelles. Si vous êtes attentif, même des larves. Mais, enfin, vous pouvez découvrir tout un tas de trucs. Moi, je préfère ça que la télé. Hein. Donc, bon, une fois, vous prenez, alors là, c'est... Et les plantes associées, il n'y a pas une plante qui est symbiote avec la pomme de terre de façon à dégoûter le dorifort ou à le elle existe dans les montagnes nord-américaines, là où le dorifort était avant que les Américains sèment des patates. Des œillets d'Inde ou des trucs comme ça, il n'y a pas le plante. Des bacticides, mais encore, les nématodes sont bonnes à quelque chose. Attention à la nature. Elle travaille parfaitement. Laissons-la travailler. Et tirons les exemples, c'est-à-dire que soyons perspicaces, regardons
Et écoutez, je sais pas moi, ça améliore votre vie. D'accord. Voilà. Vous n'aurez pas de milieu? Alors, ça a déjà été vu. Et ça a déjà été vu avec l'alternaria. C'est un champignon qui fait devenir les plantes toutes noires. Bon, donc ça a été vu il y a 2 ans, je crois que c'est 2007.